Mes chers collègues, après avoir entendu un acteur majeur du secteur aérien, nous poursuivons les travaux de notre mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert par une table ronde consacrée au monde maritime, alors que s'ouvriront demain à Brest les journées européennes de la mer. Je salue ce soir M. Stéphane Raison, président du directoire de Haropa Port, structure qui rassemble les ports de Paris, Rouen et Le Havre. Monsieur Christophe Lenormand, chef de service flotte et marin de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Alors, Madame Caroline Neumann, adjointe au sous-directeur, voilà, alors oui, mais il faut être précis. Je vous en prie. Voilà, de la sécurité et de la transition écologique de la mer. Merci beaucoup, oui. Je rappelle que cette réunion est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, sur lequel elle pourra ensuite être consultée en vidéo à la demande. Madame et messieurs, notre mission d'information comprend des membres issus des différentes commissions du Sénat et qui représentent en même temps l'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée. Le développement des filières de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert sera l'un des éléments importants de la décarbonation des transports. Ce sera donc l'une des voies pour atteindre les objectifs ambitieux que s'est assigné l'Union européenne et notre pays au travers du pacte vert et du pacte ajustement à l'objectif 55 qui comprend un volet maritime. Notre mission d'information passe en revue les enjeux des différents modes de transport et a déjà eu l'occasion d'aborder le secteur maritime, non pas en audition du Sénat, mais sur le terrain à Marseille. Et c'était, de mon point de vue, très éclairant. Nous avons ainsi échangé avec le président du directoire et le secrétaire général du Grand Port maritime de Marseille, ainsi qu'avec la vice-présidente du groupe CMA-CGM, ce qui nous a permis d'identifier un certain nombre d'enjeux. Nous avions également auparavant eu des échanges avec le secteur fluvial, qui constitue un maillon de la chaîne des transports qui pourrait être développé. Nous aurons des échanges complémentaires avec le cluster maritime français et amateur de France qui ne pouvaient pas être présents ce soir à cette table ronde. Le 4 avril dernier a été dévoilée une feuille de route de décarbonation du secteur maritime. Sa préparation avait été pilotée par le secteur de la DGAMPA et le cluster maritime français. Il sera utile que vous nous la présentiez en précisant les enjeux et les solutions envisageables qui paraissent assez diversifiées à ce stade. Nous avons également mesuré lors de notre déplacement à Marseille ce qu'implique cette décarbonation pour les plateformes portuaires, notamment en termes d'infrastructures. Les grands ports sont aussi appelés à devenir demain des lieux stratégiques pour la production ou pour le transit d'hydrogène vert ou le carburant de nouvelle génération. Encore faut-il avoir le foncier disponible pour développer des projets industriels de nouvelle génération, mais aussi l'approvisionnement électrique nécessaire. Il nous importe donc d'avoir votre vision sur ce dossier. Notre rapporteur, M. Capo-Canellas Vincent, qui est à l'origine de notre mission, vous a adressé un questionnaire qui peut vous servir de guide, mais vous développez votre introduction et votre propos comme vous l'entendez. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteur, puis à l'ensemble de mes collègues, afin qu'ils puissent vous relancer et vous poser un certain nombre de questions. Vous pourrez nous transmettre ultérieurement par écrit les réponses aux questions qui vous ont été adressées. Je propose de céder en premier lieu la parole à M. Christophe Lenormand, chef de service flotte
et marins de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Monsieur Lenormand, quinzaine de minutes. Si vous dépassez, on ne vous en voudra pas. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, que l'on fasse cet exposé liminaire à 2 voix, donc avec Caroline Neumann. Et puis, bien sûr, Stéphane Raison, je pense, comme vous voulez, prendra ensuite la parole sur le volet portuaire du sujet, parce que celui-ci est évidemment essentiel. Merci en tout cas pour votre invitation et pour essayer en tout cas de vous apporter un éclairage, des éclairages sur ce sujet effectivement très, très central dans la stratégie de décarbonation de la flotte maritime, des flottes maritimes, je devrais dire, puisqu'on raisonne au pluriel et notre approche est volontairement globale et elle adresse évidemment le sujet du transport maritime, mais on a aussi à cœur de traiter la question de la décarbonation de la flotte de pêche, de la flotte de plaisance, et donc c'est pour ça qu'on parle de notre approche des flottes au pluriel. Vous l'avez rappelé dans votre propos, on s'insère en fait dans un contexte international et européen sur ce sujet qui a beaucoup bougé, qui est en fait le fruit et la transcription de l'accord de Paris. Celui-ci a été mis en musique, je dirais, par le canal de l'Organisation maritime internationale, qui est l'organisation internationale dépendant, enfin un instrument de l'ONU, et qui définit, je dirais, les normes au niveau international pour le transport maritime, et qui, logiquement, s'est emparé de ce sujet-là et a défini donc à la fois une stratégie, des objectifs pour le transport maritime à horizon 2050 et en rétroplanning des objectifs intermédiaires à horizon 2040-2030. Donc une stratégie globale qui a été, je dirais, définie une première fois et qui est en cours de révision avec une négociation, en tout cas une finalisation de révision qui est attendue au prochain comité environnement de l'OMI qui se tiendra début juillet à Londres et sujet sur lequel la France est extrêmement active. Donc une stratégie globale de transcription de l'accord de Paris au niveau de l'OMI et des premières dispositions concrètes de mise en œuvre avec la définition de ce qu'on appelle des mesures de court terme, je pourrais y revenir, qui sont d'ores et déjà en place avec des index carbone qui ont été définis par type de flotte. Et derrière, une réflexion qui est lancée, en tout cas qui est en cours de maturation sur des mesures dites de moyen terme. Et des mesures de moyen terme qui sont à la fois des mesures dites de marché et des mesures techniques. Mais je pourrais y revenir un peu plus en détail. Donc ça, je dirais que c'est le cadre international dans lequel on s'inscrit. Par rapport à ça, il y a aussi évidemment toute une discussion des négociations européennes, vous l'avez rappelé dans votre propos, autour de ce qu'on appelle le paquet Fit for 55. Vous l'avez rappelé en bon français, donc prêt pour les échéances qui sont les nôtres, avec dedans 3 instruments qui ont fait l'objet d'un accord il y a peu et qui ont été beaucoup travaillés, là encore, sous présidence française de l'Union européenne l'année dernière. Donc ce qu'on appelle le marché carbone, donc on appelle l'ETS, donc qui a un volet maritime. La partie carburant, donc avec ce qu'on appelle le Fuel EU Maritime, donc qui est en fait l'instrument visant à décarboner progressivement les carburants utilisés dans le secteur maritime, et puis toute la partie infrastructure, donc avec ce qu'on appelle l'instrument AFIR, et sur lequel Stéphane Raison reviendra sans doute plus en détail. Donc ça, je dirais, c'est le paquet Fit for 55 qui, encore une fois, a été validé, finalisé au niveau politique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on est maintenant... On va démarrer, je dirais, la mise en œuvre de ces dispositions, leur transcription dans le droit français. Vous aurez sans doute l'occasion de voir passer des textes à ce titre-là au niveau législatif. Et donc, on s'insère dans ce cadre-là et on a été, au niveau français, extrêmement actif dans la négociation, tant au niveau international à l'OMI qu'au niveau européen. Et donc, dans ce contexte-là, a été défini, dans le cadre de la loi climat et résilience, une feuille de route qui, quelque part, est
maintenant notre ligne de conduite sur notre trajectoire en termes de décarbonation des flottes, et en premier chef donc de la flotte transport maritime, qui s'attache en fait à définir des objectifs et à identifier des leviers pour parvenir à ces objectifs. Cette feuille de route, c'est le résultat, je dirais, d'un travail qui est celui de l'ensemble de la filière, des filières concernées sur toute la chaîne de valeur, donc de la construction jusqu'à la déconstruction. Donc c'est une perspective volontairement très large et qui a été construite, je dirais, à l'image de ce qui s'est fait aussi en parallèle pour d'autres grandes filières qui sont fortement émettrices, je dirais, en termes de CO2, que sont l'aérien, l'automobile, voilà. Donc en fait, on a inscrit notre démarche dans ce cadre général qui est celui de la loi climat-résilience. Et je vous propose peut-être qu'on vous dise quelques mots sur cette feuille de route, parce que quelque part, c'est un peu notre ligne de conduite, et maintenant qu'elle a été validée et je dirais reçue par les deux ministres, à la fois le secrétaire d'État en charge de la mer et le ministre en charge des Transports, c'est sur cette base-là, je dirais, que sont conduits les travaux actuellement, et avec l'idée, encore une fois, d'avoir quelque chose d'ambitieux, mais aussi de réaliste, et avec un certain nombre d'instruments très concrets que l'on souhaite mettre en œuvre au travers de cette feuille de route. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on vous dise quelques mots, enfin que Caroline vous dise quelques mots sur cette feuille de route, parce que je pense que c'est au cœur de notre sujet du jour. Et évidemment, vous l'avez rappelé dans votre propos, on a bien reçu le questionnaire, donc on va s'attacher à répondre de manière détaillée aux questions qui nous ont été adressées. On vous passera ces éléments assez rapidement et qui vous permettront d'avoir plus de détails peut-être sur un certain nombre de questions qui étaient remontées et qui sont toutes effectivement autour de ce sujet que j'évoque là de manière générale, mais on a des réponses un peu plus précises, je dirais, dans le questionnaire lui-même. Bien, Madame Neumann, Caroline. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, quelques propos complémentaires à ceux évoqués par Monsieur Christophe Lenormand. Donc, cette feuille de route donc, a été remise effectivement à nos deux ministres très récemment, mais il s'agit d'une feuille de route élaborée par la filière. Donc, le principe de l'article 301 de cette loi climat et résilience était que ce soit la société civile qui s'implique dans la planification écologique et qui propose une feuille de route. Donc, nous sommes à ce stade. Donc, la DG AMPA a piloté cette feuille de route pour que ça ne devienne pas une lettre au Père Noël, et aussi pour structurer un petit peu voilà, les résultats et la finalité de cette feuille de route. Donc dans le cadre de la réalisation de cette feuille de route, l'intégralité effectivement des filières ont été embarquées, et nous avons identifié un certain nombre de leviers techniques, de leviers de sobriété, de leviers énergétiques pour les navires. La problématique donc, du transport maritime est que ces navires, les navires ne sont pas construits en série. Donc ce sont quasiment tous des prototypes. Donc trouver les solutions de décarbonation et l'énergie adaptée à chaque navire est très difficile. Donc il n'y a pas une solution pour tous les navires. Il y a une solution pour un certain nombre de navires en fonction de leur type d'exploitation, de leur zone d'exploitation sur les océans, de leur type de transport, passagers, cargaison, en fonction aussi de leur autonomie. Donc voilà, donc l'exercice n'est pas aussi simple que pourrait l'être pour d'autres modes de transport où voilà, les véhicules sont construits en série avec deux constructeurs. Voilà, donc l'exercice a été beaucoup plus difficile. Donc nous nous sommes attelés à identifier, grâce au travail de la filière, des leviers techniques, puisque l'un des premier sujet est d'améliorer l'efficacité énergétique des navires, puisque nous savons tous qu'il n'y aura pas probablement suffisamment d'énergie remplaçant le fossile pour alimenter tous les navires. Donc il s'agit déjà de faire un gros travail d'amélioration de l'efficacité énergétique des navires. Donc par le biais de modifications, de nouvelles technologies embarquées, de modifications de carènes, d'optimisation de l'exploitation, d'information à l'éco-conduite des marins. Donc voilà, il y a un gros travail sur l'efficacité énergétique des navires. Il y a aussi un travail sur la sobriété.
notamment au niveau de la réduction des vitesses. Voilà, donc ça c'est un sujet qui a été évoqué aussi par les filières et l'administration, et donc il est question également d'envisager des réductions de vitesse pour certaines lignes pour éviter une surconsommation inappropriée des navires. Et ensuite, il y a le volet énergétique, et là nous avons identifié plusieurs énergies possibles. La première que je cite, puisqu'elle est gratuite, c'est le vent. Donc il y a un levier énergie éolienne au travers de la remise à bord de voiles ou de technologies équivalentes sur les navires. Donc ça commence à être émergent. Ça nous permettra pour un certain nombre de navires des gains potentiels en consommation de 10%. Donc voilà, moi je préfère dire 10%. On évoque 20%, donc en attendant d'avoir une objectivation des gains potentiels, des performances des nouvelles technologies. Donc voilà, il y aura des gains en consommation des navires, mais on attend encore d'avoir les premiers démonstrateurs pour vraiment arriver à objectiver ces performances. Les autres énergies possibles sur les navires, donc forcément, ce sont les biofuels issus de la biomasse. Et nous avons différencié en fait les biofuels et les e-fuels, donc les carburants issus de la biomasse et les carburants de synthèse. Et parmi ces carburants, donc, figurent des sous-carburants qui sont pour la biomasse du biogazole, du biodiesel, du bio, voilà, tout ce que tous les, comment dire, c'est un mix de carburants fossiles dans lesquels nous allons ajouter progressivement des carburants issus de la biomasse. Voilà. L'autre type de carburant, donc c'est les carburants de synthèse, donc qui se sont produits à partir d'électricité, de CO2 et de molécules d'hydrogène et d'une autre molécule pour créer soit de l'ammoniac, soit du e-méthanol, soit du e-diesel, soit du e-fuel. Donc là encore, nous n'avons pas à ce stade identifié de carburant qui sortirait un petit peu plus que les autres, même si effectivement dans la presse et au travers de vos auditions, peut-être avec des grands armateurs français, le méthanol et le e-méthanol semblent voilà, se profiler. Nous avons parlé aussi des carburants gazeux. Donc actuellement, effectivement, un certain nombre de navires passent au GNL, donc gaz naturel liquéfié. Pour l'instant, c'est de l'énergie fossile. Donc il est question d'avoir une filière de bio-GNL ou une filière de e-GNL. Donc là aussi, tout ça est en discussion. Donc voilà, il y a aussi l'énergie électrique directe pour propulser les navires. Donc là, ça se discute pour des navires à faible autonomie, voilà, équipés de batteries rechargeables à quai. Il y a aussi la question de l'hydrogène utilisé directement dans les navires, donc soit de l'hydrogène inséré dans des piles à combustible, soit de l'hydrogène liquide. Là aussi, ça concerne plutôt des navires à faible autonomie. Donc voilà, tout ce panel d'énergie identifiée pour être des énergies qui remplacent les énergies fossiles. Donc actuellement, nous sommes à ce stade des discussions et nous devons continuer ce travail de la feuille de route en segmentant les navires, donc les flottes, puisque les solutions énergétiques des navires de pêche ne seront pas forcément les mêmes que les solutions énergétiques des gros porte-conteneurs ou que des ferries à passagers à navigation nationale ou à navigation internationale. Voilà. Donc les solutions énergétiques les plus appropriées doivent être identifiées pour chaque segment de flotte. Que dire actuellement? Donc cette feuille de route qui a été remise au ministre a identifié tout un plan d'action qu'il est nécessaire d'étudier au sein des différentes administrations. Donc nous sommes actuellement en période d'arbitrage pour valider cette feuille de route. Donc ces arbitrages se font à deux niveaux. Au niveau du secrétariat général de la planification écologique, avec lequel nous sommes en discussion régulière pour les sujets justement de ces biocarburants et e-carburants. Et nous sommes aussi en discussion avec les autres administrations dans le cadre du CIMER, donc du comité interministériel de la mer, pour réussir à obtenir des arbitrages
notamment pour les questions de financement des navires en vue de les décarboner. Dans cette feuille de route que nous pouvons vous remettre, nous avons un format un petit peu plus sympathique que le format dématérialisé. Nous nous sommes basés sur une trajectoire de décarbonation réalisée à partir d'un outil de modélisation qui applique au navire une combinaison de leviers. Donc levier technologique d'efficacité énergétique, levier de sobriété et réduction de vitesse et levier énergétique d'utilisation des biocarburants, des e-carburants et du vent. Ce scénario est actuellement en cours de rediscussion puisque dans cette feuille de route ont été prises des options qui ne seront peut-être pas les options acceptées. Par exemple, dans ce scénario, il a été pris en compte une croissance de la flotte de 1,5% par an jusqu'en 2030, associée à un rapatriement du soudage en France de 1,5% par an. Pourquoi ? Puisque la transition énergétique des navires et le changement d'énergie peut nous permettre, nécessite d'avoir accès à des nouveaux carburants. Et si en France nous ne créons pas des filières de nouveaux carburants, nous risquons d'avoir un problème de souveraineté ou au moins d'indépendance énergétique. Donc la filière a estimé qu'il était peut-être nécessaire de créer une filière de biocarburants ou de e-carburants en France afin d'avoir accès à un minimum de carburants non fossiles pour ne pas être dépendant de pays tiers qui fixeraient des prix inappropriés ou qui fixeraient des quotas, de quotas de carburant. Donc il a été défini de rapatrier au moins 1,5% des soutages en France. Pourquoi ? Puisqu'il faut savoir qu'actuellement, pour tous les navires qui escalent en France, il y a seulement 20% qui soutent en France. Les autres soutent à l'étranger. Donc 1/5 de la flotte de navires français et étrangers qui s'arrêtent en France, qui escalent en France pour une opération commerciale, il y en a seulement 1/5 qui soutent en France. Donc l'idée, c'est peut-être d'augmenter ce nombre de navires qui soutent en France par le biais d'une création de sources, de biocarburants ou de e-carburants, ce qui permettrait d'améliorer encore plus l'attractivité de nos ports français et surtout d'avoir cette indépendance énergétique. Actuellement, au sein des discussions que nous avons avec le secrétariat général de la planification écologique, effectivement, cette notion d'augmentation de la flotte et du soudage en France crée des difficultés de distribution de la biomasse et de l'électricité entre les différents modes de transport. Donc on revoit un petit peu à la baisse nos objectifs et on applique plus de leviers de sobriété et de technologie. Donc je ne peux pas vous dire à quel chiffre les discussions vont aboutir, mais donc on a des ordres de grandeur d'énergie qui sera nécessaire d'allouer aux maritimes pour les carburants et de biomasse, mais ils ne sont pas consolidés à ce stade. Tout ce qui est plus ou moins sûr à ce stade, c'est que les premiers carburants durables qui seront accessibles aux navires et utilisés par les navires, ce seront des biocarburants. Les e-carburants n'apparaîtront que, alors on a dit 2030, mais peut-être 2027-2028. Voilà. Donc il y aura un premier passage aux biocarburants et après un relais par les e-carburants. Et après, on verra ultérieurement où se trouvera la répartition adaptée. Il y aura une révision de cette stratégie de toute façon ultérieurement. Donc donc je ne sais pas si... donc nous sommes en cours d'arbitrage. Une fois que ces arbitrages sont pris au CIMER et au travers de la SNBC de juillet, cette feuille de route pourra être légèrement modifiée et deviendra la feuille de route État-filière. Je prends la suite. C'est ce qu'avait proposé Christophe. monsieur, voilà. Très bien, on se connaît depuis longtemps. Donc, oui. Pas un numéro de claquette, mais pas loin. Puis après, je passerai la parole à notre rapporteur. Très bien, merci Monsieur le Président, merci pour votre invitation. Peut-être pour vous faire un topo, parce que vous avez visité Marseille et le siège de CMA-CGM, je ne vais pas revenir sur ce qui a pu vous être dit à Marseille, mais peut-être refaire un point de situation sur le modèle économique des ports français.
en les comparant aux ports du Nord-Europe, parce que nos grands concurrents sont le Nord-Europe, en tout cas pour ce qui me concerne, et peut-être Gênes et Barcelone pour mon collègue de Marseille. En fait, on est très carboné. Notre modèle économique est à peu près à 50% carboné, c'est-à-dire que sur l'axe Seine, j'ai 2 raffineries, les 2 plus grosses raffineries françaises, une chez Total à Gonfreville et une chez Exxon à Port-Jérôme. Et donc l'avenir pour nous est très important, parce que quand on va changer de modèle, c'est-à-dire que quand on va passer au monde d'après, il va falloir complètement transformer un modèle industriel qui est basé sur le pétrole. Ce qui est vrai chez nous est vrai à Marseille encore plus, il est vrai encore plus à Nantes. À Nantes, on fait encore du charbon, on fait encore du gaz et du pétrole. Et donc on est tous dans une situation où la transformation industrielle doit être d'une part extrêmement rapide, et d'autre part, il ne faut pas qu'on se trompe dans un contexte qui est quand même assez incertain. Alors la deuxième caractéristique que je voulais évoquer au début de cette table ronde, c'est que finalement tous ces produits, ils sont transportés, ils vont vers des clients. Alors vous aviez avant la directrice générale d'Air France, donc nous on source la totalité des aéroports parisiens et donc toutes les grandes compagnies aériennes, puisque l'axe Seine, c'est le réseau de pipeline qui arrive à Paris, donc à Charles de Gaulle, à Orly et au Bourget, et qui va même jusqu'en Allemagne, puisqu'on livre le sud de l'Allemagne à partir des dépôts pétroliers ou des raffineries qui sont sur l'axe Seine. Donc on a en même temps un changement de modèle, puisque on imagine que le monde carbone, on va en sortir dans quelques années, on ne sait pas encore à quelle date. Et en plus, nos plus grands clients, ceux qui pèsent dans le monde français, ils sont pas très loin, il faut qu'on arrive à les sourcer. On est dans un modèle qui est assez unique en France, puisqu'il y a très peu d'endroits où on a une telle densité de pipeline qui permet de créer ce fameux corridor. Alors le corridor, vous l'avez dit en introduction, Europaport, c'est 3 ports, donc Le Havre, Rouen et Paris, et en même temps appuyé sur un corridor qui permet justement de distribuer et de livrer tous ces nouveaux carburants. Et ces nouveaux carburants dont on parle, on ne sait pas encore bien comment ils vont se répartir. On parle de e-ammoniac, on parle de e-méthanol, on parle de bio-GNL, on parle de ce que vous voulez, on parle même d'hydrogène. Tout ça, on est dans un faisceau où on ne sait pas très bien ce que notamment les compagnies maritimes vont choisir. Alors on a eu une première période, il y a entre 5 et 10 ans, où les armateurs étaient plutôt tournés vers le GNL, puisque les ports français d'ailleurs se sont mis au niveau du soutage GNL pour pouvoir être en mesure d'assurer le ravitaillement de ces navires. Alors on voit les premiers porte-conteneurs au GNL qui ont été soutés en France, mais qui sont plutôt soutés à Rotterdam ou à Singapour. Et puis on voit les bateaux de croisière qui sortent des chantiers de l'Atlantique qui, eux, sont soutés dès lors que l'escale permet de les souter. Et maintenant, on est dans un deuxième temps où tous les armateurs à conteneurs, puisque ce sont eux dont on parle surtout d'eux, se tournent vers une multitude de choix. Il y en a qui se tournent vers l'ammoniac, qui est un produit qui n'est pas commun, notamment parce qu'il a des critères de dangerosité dès lors qu'il se disperse. On a du e-méthanol qui est une molécule qui est plus simple à manipuler, et puis on nous parle aujourd'hui effectivement de l'utilisation de l'hydrogène et de la pile à combustible pour pouvoir faire fonctionner les navires. Nous, ce dont on est persuadé, et c'est en ça qu'on a bâti notre stratégie à partir de 2020, quand on a créé finalement Europaport, c'est que en fait les ports doivent être des points d'appui de cette réindustrialisation verte qui passe par une transformation des modes de production des carburants. Ça, c'est un premier point. Et pour vous illustrer ça, et vous en avez aussi parlé, on a un enjeu extrêmement important sur notre foncier, puisque les ports sont propriétaires de leur foncier et que les ports disposent, pour faire de ces nouveaux carburants, quelque chose qui est important, ce sont les utilités. On parle beaucoup de fabrication des carburants par des procédés qu'on connaît depuis très longtemps, Fischer-Tropsch pour ne pas le nommer, mais pour faire du Fischer-Tropsch, pour faire du e-fuel en général, il faut de l'eau, il faut de l'électricité en quantité, et il faut de la place pour faire une usine. Une usine qui fait du e-kérosène aujourd'hui et qui va fabriquer du SAF, qui occupe 25 hectares de foncier, parce que c'est à peu près la taille qu'il faut, pour faire 100 000 tonnes uniquement de e-fuel, c'est 25 hectares. Donc vous imaginez que quand on doit sourcer en 2050 70% des 5 millions de tonnes de carburant qui doivent aller dans les aéroports parisiens, vous imaginez le nombre d'usines qu'il faudra déployer pour avoir ce type de sourcing. Donc
Important de voir ça. La deuxième chose, c'est que pour faire des carburants, donc on va passer par de l'hydrogène. S'il faut de l'hydrogène, il faut de l'électricité en quantité. Et pour faire ces fameuses 100 000 tonnes dont je vous parle, il faut entre 250 et 300 mégawatts d'électricité. Donc c'est pas à rien de disposer de la puissance en question. Et il n'y a pas beaucoup de territoires qui permettent de le faire. Alors pourquoi le faire dans les ports et finalement dans des réseaux où il y a toutes ces utilités, c'est-à-dire de l'eau industrielle ou de l'électricité, c'est que demain, il y a aussi un plan d'équipement des parcs éoliens offshore, dont les atterrages vont se trouver pas très très loin des ports ou dans les ports, et ça donnera une source de production d'électricité qui permettra de créer ces e-carburants. Donc, on est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui avec un certain nombre d'industriels. Il y a quelques annonces qui vont arriver de nouvelles usines de e-carburants qui vont nous servir dans les mois qui viennent, qui vont nous servir justement à pouvoir, d'une part, amener des solutions pour les transporteurs aériens et pour les transporteurs maritimes en même temps. Mais c'est cette caractéristique particulière de Haropa Port, qui est vraiment sur un corridor spécifique où on a des pipelines et en même temps une activité portuaire, qui permettent en fait de faire la coordination entre les deux. Voilà pour ce propos liminaire que je ne voudrais pas être plus long, parce que je pense qu'on aura des échanges de votre part sur un certain nombre de questions. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les trois de vos exposés qui étaient égaux dans la clarté. Et je voudrais simplement dire que si d'autres filières pouvaient s'inspirer de la clarté que vous avez déployée, si je puis dire, ça serait très utile. Donc, petit coup de chapeau. Deuxièmement, quand même, vous ne nous avez pas beaucoup dit, en tout cas côté État, qu'il y avait des questionnements sur la capacité de production et sur le prix. Alors, monsieur le directeur général, en filigrane, nous dit bien qu'il y a quand même des sujets sur la capacité électrique notamment, et sur, j'entends bien, là quand même relative, même si vous avez des contre-exemples chez vous, et c'est bénéfique, mais sur la relative difficulté à faire sortir les projets, j'imagine, en termes de financement, quand même. Ouais, mais sur ces deux points-là, est-ce que vous pouvez nous en dire quand même un petit peu plus ? Parce que la filière a une feuille de route qui paraît claire et bien éclairante, mais quand même on a le sentiment que voilà, il faut voir comment on réglemente ce marché. Alors est-ce qu'il faut le réglementer, est-ce qu'il faut le laisser vivre et le rendre, entre guillemets, comme un marché qui fonctionne et avec des clients solvables? Comment on fait par rapport à ça? C'est mon premier sujet. Bon, et puis deuxième point, monsieur le directeur général, vous avez indiqué effectivement qu'il y avait beaucoup de projets là-dessus. Est-ce que ça vous rend optimiste justement sur la capacité de production? Je vais démarrer sur la deuxième question, parce que moi je vais juste vous relater les appels à projets qu'on mène sur ce type de secteur. Les réponses sont nombreuses, avec des acteurs de très haut rang sur le plan industriel, avec des tickets d'investissement pour des usines, je reparle de mon usine de 100 000 tonnes sur 25 hectares, avec des tickets d'investissement qui varient entre 1 milliard et 1,5 milliard. Et donc moi je sens que sur ces projets-là, on a vraiment une capacité à agir de la part des industriels et une volonté d'agir. Après, on rentre plus dans des difficultés techniques qui sont liées à ce que je vous disais sur la capacité à fournir les utilités. Alors, il y a des choses qui se passent plutôt bien, puisque dans la loi énergie renouvelable, RTE a des pouvoirs, entre guillemets, des missions complémentaires qui lui permettent d'investir en propre maintenant sur des transformateurs électriques de forte puissance. Donc ça, c'est nouveau. Ça va leur permettre normalement, dans les mois qui viennent, de pouvoir investir en propre pour des nouvelles installations. Quand on doit faire un transformateur de 400 MW, si on était dans le système ancien, ça prendrait entre 5 et 7 ans. Aujourd'hui, les temps vont être réduits grâce à cette possibilité-là, offerte par la loi, et on attend un décret d'application justement sur cette possibilité. Donc ça, c'est un premier point. Mais il faut savoir que si vous multipliez les 300 MW par 10, 15 ou 20 usines, que les usines en question consomment en moyenne 2 millions de mètres cubes d'eau, dans un contexte où l'eau va se raréfier, il faut se poser la question si à la fin on sera capable de sourcer la totalité des carburants en question.
Donc, capacité à fournir l'électricité, capacité à fournir l'eau, et puis organisation du système. Et les porteurs de projets sont nombreux. Voilà. Donc, c'est le rôle des ports en tant qu'aménageurs de pouvoir programmer ça. Donc, nous, on est bien dans ce rôle-là, au niveau d'Aropa Port, d'organiser ça. Pour ça, on a besoin de conserver notre foncier. Donc, on a un gros sujet autour du ZAN, mais bon, PPL est sorti du Sénat. Donc, voilà. Donc, ça, c'est. Et nous, on s'y retrouve hein, dans les ports. Hein, donc, en tout cas, dans les grands ports. Donc, ça, c'est une première décision positive. Et on attend effectivement que l'on puisse faire cette transformation industrielle. Parce que on ne peut pas imaginer qu'on passe d'un monde du raffinage à un monde des nouveaux carburants sans consommer du foncier. Hein, puisque les deux, on ne va pas attendre d'avoir fermé le raffinage pour faire les nouveaux carburants. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important pour nous. Donc on se prépare à cette transformation en aménageant des terrains, en amenant les utilités. Et dès lors qu'on aura fait ça, on pourra transformer l'ancien monde carbone en autre chose. Et c'est tout l'enjeu de la réindustrialisation verte. Donc on verra avec le projet de loi Industrie verte dans les semaines qui viennent, comment on arrive à intégrer cette logique-là pour pouvoir aller plus vite dans les aménagements de production de nouveaux carburants. Moi, c'est ce qui me soucie, c'est d'être dans le rythme, et ce que disait la collègue est tout à fait vrai, c'est-à-dire que si on n'est pas capable, nous, de produire ces nouvelles molécules, les autres les auront avant nous. Il y a une course aujourd'hui dans les ports du Nord, notamment à Rotterdam et à Anvers, qui sillonne le monde pour faire quoi? Pour acheter du méthanol, faire des partenariats, pour acheter du méthanol, pour acheter de l'ammoniac, pour acheter de l'hydrogène. Et qui sera le hub de distribution de ces nouvelles molécules demain? Et notamment Rotterdam, qui est exposé à 50% de son trafic. Hein. Rotterdam, c'est 460 millions de tonnes et à peu près la moitié en trafic de pétrole. Si vous fermez les raffineries à Rotterdam, il faut trouver quelque chose pour maintenir le modèle économique. Donc ces ports-là se sont rués sur les nouveaux carburants, les nouvelles molécules. Donc nous, il faudra aussi qu'on soit très rapide dans notre capacité de déploiement. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais il faut aussi qu'on puisse le faire sur le plan foncier et sur le plan des utilités. D'où le partenariat avec RTE, et d'où le partenariat, ou en tout cas des choses qu'on travaille sur les écosystèmes portuaires pour réutiliser l'eau, pour utiliser de l'eau industrielle et pas peser sur les milieux naturels, pour faire en sorte que cette eau soit prise à d'autres usagers, agriculteurs, villes, etc. Donc il y a une question vraiment de préparation et d'anticipation, pour ne pas se retrouver à la traîne de nos grands concurrents nord-européens. Et peut-être pour compléter sur la première partie de votre question, je pense que la réponse, elle se trouve en fait à deux niveaux. C'est-à-dire que le premier niveau, il est dans le paquet Fit for 55 que j'évoquais dans mon propos liminaire, donc avec notamment ce qu'on appelle le Fuel EU Maritime, donc le règlement qui prévoit en fait une trajectoire assez précise de mise à disposition de carburants décarbonés au bénéfice du transport maritime. Donc, trajectoire, on pourra vous la rappeler dans les réponses écrites que l'on va vous faire, mais en tout cas, la cible, elle est là, elle est connue, et elle a été négociée assez âprement d'ailleurs ces derniers mois. Et derrière, évidemment, il y a, comme le rappelait Stéphane, la question donc, des choix des opérateurs économiques, et la façon dont on fasse nos infrastructures y répondre, avec, je pense, deux cas de figure assez différents. C'est-à-dire qu'on a le cas de figure de flottes, on va dire, non captives, et clairement le transport international de conteneurs est dans cette configuration-là. C'est donc gros consommateurs de carburant, mais ils peuvent aller souter dans différents ports d'Europe et même hors d'Europe en fonction des offres qui leur sont faites. Et donc, je dirais que les choix qu'ils vont faire en termes de soutage sont assez déterminants ensuite sur la façon dont les infrastructures sont conçues et construites. Et puis, il y a une flotte, une autre partie de la flotte qui, elle, est captive et plus territorialisée, je dirais ça comme ça, et qui, elle, pour le coup, est tributaire de ce que nos ports, et ça peut être des ports même de taille plus modeste, mettent à leur disposition en termes de carburant décarboné. Et donc c'est notamment le cas des ferries ou des petits ou du cabotage. Donc toute une flottille qui est pas négligeable, et qui est même assez significative sur nos ports, et qui, elle, pour le coup, est plus captive et se trouve, a moins d'options ouvertes, je dirais, en termes de choix d'approvisionnement.
Voilà, donc on va avoir ces deux cas de figure, enfin pour schématiser. Mais encore une fois, on a en tout cas les objectifs, je dirais, et les cibles intermédiaires, on les a dans le règlement FuelEU Maritime, donc qui a été négocié récemment. Oui, si je peux compléter aussi, au travers des travaux de la feuille de route, nous avons vu qu'il y avait comment dire, une discussion à lancer entre les ports, les énergéticiens et les armateurs. Ce triptyque est indispensable pour avoir une stratégie énergétique du maritime qui soit comment dire, vraiment intéressante, puisque les ports ont besoin de clients, les armateurs ont besoin des ports et des énergéticiens. Il faut que ces trois parties discutent ensemble pour créer ces filières de carburant durable de demain. Et donc, dans cette optique-là, nous avons une décision CIMER à acter, c'est de définir une stratégie de planification énergétique maritime, si possible par façade maritime. Puisque, en fait, on a besoin des armateurs, on a besoin des gros armateurs, donc vous en avez auditionné un récemment. Il dimensionnera probablement la planification énergétique maritime française. S'il décide de passer tous ces navires au méthanol et de souter à Aropa, il y aura une filière e-méthanol extrêmement active et puissante qui battra peut-être Rotterdam. Voilà, et il y aura tout le soutien qu'il faudra pour... voilà. Donc on a besoin d'impliquer les armateurs aussi dans cette stratégie énergétique, et pour cela, il faut qu'on lance une sorte de task force, à l'instar de ce qui a été créé dans l'aérien, une task force qui fasse discuter toutes les parties, les ports, les armateurs, les énergéticiens, l'État, bien sûr, et voilà, pour planifier ce déploiement d'infrastructures énergétiques. Vincent. Oui, autant vous trouvez clair tout à l'heure, autant là, je trouve que le météo change un peu. Quand même, il y a un peu de brouillard. Parce que vous serez bien les premiers à venir devant cette mission et à dire tout va bien, on va trouver le carburant de demain dans le volume qui va bien et au prix acceptable par le marché. Mais quand je vous écoute, j'ai pas un peu l'impression que ces réalités-là, elles ne sont pas perçues. Non, je crois que ce qu'a dit monsieur, c'est qu'on était presque en retard par rapport aux autres pays. Donc il faut se mettre en ordre de bataille et discuter avec ce fameux triptyque pour mettre en place une stratégie de déploiement d'infrastructures, de manière à avoir des prix compétitifs, à avoir l'hydrogène à temps, et pas avoir à l'acheter du côté des Néerlandais, parce qu'ils ont mis en place toute une stratégie de récupération de l'hydrogène du Chili et de l'Australie. Enfin bref, donc il faut se mettre en ordre de bataille pour ne pas être en retard. Et là, actuellement, nous sommes incapables de donner des prix de l'énergie pour le maritime, puisque, comme le disait monsieur Christophe Lenormand, c'est un marché international. Donc les prix changent tous les jours et ils changeront encore plus en fonction des carburants qui seront choisis par les grands armateurs. Donc on parle d'ammoniac. A priori, l'ammoniac perd un petit peu. Maintenant, c'est plus du méthanol, mais il y aura peut-être quand même encore du bio-GNL. Donc tant qu'on n'a pas des gros armateurs qui choisissent l'énergie qu'ils vont mettre à bord des navires, de leurs gros navires, on ne saura pas quel type d'infrastructure de carburant maritime créer pour nos navires. Oui, mais alors comment on en sort? Parce que là, c'est le serpent qui se mord la queue, ça peut durer longtemps cette affaire-là. Il y a quand même une relative urgence, non? Enfin, d'abord, pour clarifier peut-être les choses, de ce qu'on a compris chez certains armateurs, il y a entre guillemets un modèle qui paraît robuste, parce qu'il n'y a pas de changement de technologie, finalement, il n'y a pas de rupture technologique, qui est de dire on commence par le GNL, bio-GNL, okay, et on finira, alors après je ne sais pas dans quel ordre et comment, par ammoniac, méthanol, bon, et tout ça on sait le faire avec les mêmes navires, en gros, bon, voilà, moyennant quelques adaptations sans doute, mais ça peut fonctionner. Bon, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et après, comment on fait quand même? Parce qu'à bout d'un moment, le monde maritime va se retrouver devant une interrogation qui est vous êtes en retard. Enfin, vous êtes en retard par rapport aux autres dans une compétition internationale et par rapport à l'attente quand même. Parce que là, ça va se résoudre quand votre affaire là? Excusez-moi, je suis un peu provocateur, mais c'est mon rôle. Non, mais vous avez raison. Voilà, donc, on n'est pas. Alors Et puis j'ajoute, qu'est-ce que vous aimeriez que la mission regarde comme hypothèse pour débloquer ça? Parce que c'est ça la question.
Actuellement, les hypothèses, c'est pour 2030, alors ils ne sont pas validés, mais c'est d'avoir 1,5 TWh de bio-GNL pour les navires, 1,3 TWh de biocarburant non identifié, ça peut être du biométhanol, du biodiesel, du bio, et 1,2 TWh de e-fuel en 2030. C'est tout ce qu'on a. On n'a pas plus de détails puisque ça dépend encore une fois de la molécule qui sera choisie par nos armateurs. Et pour le moment, a priori, c'est un mix entre le GNL, bio-GNL, IGNL et le méthanol, biométhanol, e-méthanol. L'ammoniac semble perdre un petit peu de terrain du fait de cette dangerosité et aussi probablement d'émissions polluantes qui ne sont pas encore identifiées réellement par les médias. Monsieur Resson. Oui, juste pour redonner des ordres de grandeur, moi j'aime bien les ordres de grandeur. Donc, de mémoire, un grand porte-conteneur de CMA-CGM, ça doit souter à peu près 18 000 mètres cubes de carburant sur un aller-retour en 83 jours depuis l'Asie. Une unité de production de bio-GNL qui va rentrer dans un investissement qui peut peser autour de 300 à 400 millions d'euros, c'est à peu près les 20 000 tonnes dont on parle. Voilà. Juste pour vous donner les ordres de grandeur. Donc des navires comme ça, il y en a 12 pour faire une ligne complète, entre 12 et 13. Et ils soutent tous les 83 jours. Ça vous donne les enjeux de production. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous avez un produit qui s'appelle le pétrole brut, que vous allez transformer en fioul lourd, en gazole, en essence et en kérosène, nous on en importe à peu près 20 millions de tonnes par an, et avec ça on va faire les carburants dont on parle, dont les 5 millions de tonnes de kérosène dont on a besoin pour les aéroports parisiens. Et donc je vous donne les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur après il y a les taux d'incorporation au fur et à mesure du temps, puisque vous parliez d'aérien juste avant nous. Donc vous allez avoir 5%, 10%, jusqu'à 70%. Et une usine de, ce que je disais tout à l'heure, 100 000 tonnes de SAF, c'est entre 600 et 700 millions d'euros pour 200 à 300 mégawatts de production d'hydrogène. Et on va faire une pour 100 000 tonnes. Donc vous voyez les enjeux d'aménagement et de transformation, sachant qu'aujourd'hui, une raffinerie comme Gonfreville, ça occupe à peu près entre 200 et 250 hectares de terrain. Donc la transformation, ce que je voulais que vous reteniez de mon intervention, c'est que la transformation industrielle, pour arriver au niveau de production équivalent à ce que l'on attend en 2030, 2040 et 2050, elle est majeure. Donc par rapport à votre question sur mais alors vous n'êtes pas clair, etc., ça va être une transformation brutale. Parce qu'il faut qu'on arrive à switcher quelque chose sur lequel on s'est appuyé depuis un siècle et demi, reconstruit à l'après-guerre, avec des unités de production qui sont quand même importantes, 12 millions de tonnes de raffinage à Gonfreville ou chez Exxon à Notre-Dame-de-Grand-Manchon, c'est une grosse raffinerie, et il va falloir transformer ça en une multitude d'unités pour arriver au même produit. Donc ça veut dire une consommation de foncier greenfield importante, ça veut dire une consommation d'électricité importante, et tout ça dans un temps très court. Monsieur Lenormand, oui, peut-être insister sur un point, et ça a été en partie rappelé par Stéphane, mais sur le fait que sur le transport maritime, je pense qu'à la différence peut-être des autres secteurs que vous avez auditionnés dans le cadre de votre mission, c'est qu'en fait on a des contraintes d'autonomie et de puissance à considérer, qui sont quand même assez particulières, je pense, à ce milieu-là, et qui obligent à laisser ouvertes plusieurs options possibles. Et ce n'est pas par défaut, je dirais, d'anticipation, c'est juste que et les autres pays sont dans la même configuration que nous, et Dieu sait si on échange régulièrement avec nos collègues européens sur ce sujet-là, et même au-delà de l'Europe. Et donc ça veut dire, et c'est une forte contrainte, objectivement, c'est qu'actuellement, on est obligé de laisser ouvertes plusieurs options technologiques possibles, et ça se retrouve donc, comme le disait Stéphane, dans les infrastructures que l'on imagine et que l'on commence à construire, et ça se retrouve évidemment dans la structuration des flottes de nos armateurs. C'est-à-dire que dans les auditions que vous avez faites et que vous allez sans doute continuer à faire,
vous ne trouverez pas d'armateur vous disant « moi j'ai la martingale avec, pour ma flotte, une seule option possible, et je sais qu'avec ça je tiens la trajectoire OMI et la trajectoire du Green Deal européen ». Et c'est pas faute de travailler là-dessus, c'est juste qu'il y a une question de maturité technologique et donc ça oblige, et c'est une vraie contrainte, à avoir ces différents fers au feu, je dirais, pour l'instant, et de ne pas se fermer prématurément certaines options. Pierre Cuypers. Merci, Président. Si j'ai bien compris, vous venez de répondre à une partie de ma question, mais je voudrais être un peu plus clair. Un navire qui va à Singapour, il fait sa charge de carburant, d'énergie, aller-retour. Ça veut dire qu'il a un poids mort à l'aller qui lui aurait permis de transporter de la matière première, de la marchandise, donc économiquement, et recharger là où il arrive. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des infrastructures internationales qui aujourd'hui aient la même capacité de répondre. Et là, je reviens sur votre feuille de route que j'apprécie, d'avoir abordé l'ensemble des énergies disponibles possibles. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous avez fait un bilan économique de ce qui serait la meilleure énergie aujourd'hui, qui pourrait répercuter sur le consommateur in fine, quels que soient les produits transportés, une économie liée au transport et à l'énergie utilisée? Ça, pas encore. En fait, cette feuille de route, elle a été initiée en juin 2022. Donc, ça fait avec des données du maritime qui ne sont pas exhaustives, peu fiables, et donc qu'il est nécessaire de consolider. Donc, actuellement, dans le plan d'action de la feuille de route, il y a quand même des actions d'études à mener pour consolider toutes les hypothèses prises dans cette feuille de route. Donc c'est vraiment de la macro-estimation parce que, encore une fois, le maritime, c'est vraiment particulier. Il y a des centaines de constructeurs, des centaines de lignes, des prototypes de navires. Enfin voilà, c'est assez complexe. Et pour revenir à... Pardon ? C'est déterminant. Oui, tout à fait, oui. Non, mais c'est dans notre... normalement, c'est dans la feuille de route. Et pour revenir à votre sujet de navire qui navigue à vide sans son carburant, en fait, une fois qu'il a consommé la moitié de ses soutes, le navire doit, de temps en temps, prendre du ballast, donc de l'eau de mer, se charger en eau de mer pour garder... une assiette, voilà. Donc, c'est pas forcément le cas, ça dépend des navires, mais voilà, c'est pas forcément de la perte de cargaison, parce que de toute façon... C'est pas très vrai ce que vous dites, parce que s'il part, il part à charge. Oui. Il part du Havre, il Oui. va à Singapour, il est à charge. Ils essaient Donc d'être il a tout le temps à déjà, charge. c'est au retour, mais il va pas revenir à vide. Il est moins lourd, donc il consomme moins. Bon, voilà, mais voilà, des fois, il ballaste aussi, surtout quand on a 18 000 tonnes de carburant, et il ballaste. Et pour revenir aussi sur vos propos et sur les quantités nécessaires à prévoir, il faut savoir aussi que les nouveaux carburants ont une densité énergétique qui sera beaucoup plus faible que celle des carburants fossiles, donc il faudra encore plus de volume de carburant disponible. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos éclairages. Je dois dire que la stratégie énergétique maritime est un sujet complexe. Et pour ne rien vous cacher, je vais vous dire d'où je viens. Je viens de Bretagne, qui est une région un petit peu maritime, mais qui présente cette particularité, c'est que malgré ses 2700 km de côte, la Bretagne n'a pas de port. De port PORTS, j'entends. Donc, c'est déjà en soi un sujet. Alors, je plaisante un peu en disant ça, parce que nous avons quand même nous concentrons quand même à peu près tous les problèmes. Moi, je tiens à ce que les lignes feeder continuent à desservir Brest. Surtout quand on passe pour aller au Havre. On a aussi des besoins logistiques. On a à peu près tous les types de navires de plaisance. On a des navires pour la desserte des îles. Mais ces navires pour la desserte des îles sont différents. Les caractéristiques techniques de ces navires ne sont pas les mêmes selon qu'on dessert Ouessant, Saint, avec des marnages à 5 mètres, et le golfe du Morbihan.
Les navires de pêche, c'est encore une autre caractéristique, et il existe encore quelques navires de pêche, et j'étais encore il y a quelques jours avec le secrétaire d'État à la mer. Bon voilà, donc je présente ça très rapidement en disant que nous aurons besoin de beaucoup d'expertise et de recommandations pour définir un certain nombre de choix publics qui vont incomber finalement à des autorités organisatrices de tout ça, parce qu'il faudra coordonner tout ça. Et voilà, donc il m'apparaît utile de les définir ensemble, et je veux dire, ce n'est pas parce qu'on aura défini une typologie ou une caractéristique de carburant qu'on aura réglé notre problème logistique répondant aux besoins du territoire. Voilà, je voulais, peut-être avez-vous, sûrement d'ailleurs avez-vous réfléchi à la question, mais vous voyez, cette complexité-là, on la vit quasiment au quotidien, et je n'ai pas parlé des ferries, qui est en soi un autre sujet, et les conséquences déjà de Marpol qui a précédé. Il a fallu déjà rétrofiter nos navires, etc. Donc voilà, vous avez sûrement des éclairages à apporter, mais je vous demande de comprendre à la fois une forme d'impatience et le besoin d'expertise. Monsieur Lenormand. Effectivement, je pense que le sujet que vous évoquez, il revoit à la question de la flotte, on va dire que la flotte dépendante, c'est-à-dire la flotte beaucoup plus territorialisée, donc à la fois la flotte de pêche, vous l'avez dit, et les petits navires de commerce qui sont, par leurs caractéristiques, de toute façon, ne vont pas sauter ailleurs que dans leur port de liaison régulière. Et donc ça veut dire derrière avoir aussi, alors à leur échelle, la disponibilité, je dirais, en carburant décarboné. Donc c'est un des enjeux que l'on a bien en tête. On ne parle pas du tout des mêmes volumes, mais ça suppose aussi effectivement des investissements dans les infrastructures concernées, et qu'on n'ignore pas dans la feuille de route là qu'on évoquait. Parce que le parti pris a été de dire, évidemment, le transport maritime en termes d'émissions de CO2 est le sujet pour nous, principal, mais pour autant, on a pris le parti de traiter aussi la question de la décarbonation des flottes de pêche et des flottes de plaisance. Mais c'est vrai que les réponses ne sont pas les mêmes, parce que pour la flotte de pêche, c'est avant tout une réponse en termes effectivement de disponibilité dans les ports de pêche de carburant décarboné, et aussi de modernisation de la flotte de pêche, avec les contraintes que l'on connaît liées à la politique commune des pêches, parce qu'on ne fait pas exactement ce qu'on veut en termes de jauge, de puissance, parce qu'il y a un encadrement par rapport à ça, donc ça contraint en fait le sujet un peu plus que sur la flotte de commerce, évidemment. Et puis sur la flotte de plaisance, je pense que c'est avant tout une disponibilité dans les ports, notamment de branchements électriques, et aussi peut-être de carburant décarboné. Donc on a aussi traité ce sujet-là, et c'était bien l'intention. René-Paul Savary. Oui, vous parlez de phase intermédiaire, donc biocarburant au départ, avant de parler sur les e-fuel et compagnie. Ce ne sont pas les mêmes moteurs. Biocarburant, c'est des moteurs comme actuellement, comme le pétrole, donc thermique, et les autres, c'est des moteurs électriques, non? Non? Pas forcément? Ça dépend de la molécule. En fait, dans un moteur diesel actuel, que tous les navires ont, voilà, on peut mettre du biodiesel, donc c'est-à-dire du diesel avec du diesel, enfin de l'ester, voilà. Mais on peut mettre aussi du e-diesel, sans changer le moteur, peut-être quelques paramètres d'huile ou de voilà. Mais pour faire cet e-diesel, il vous faut de l'électricité. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc le problème, c'est que c'est fait dans des pays où l'électricité est à base de charbon. Bah justement, c'est tout l'enjeu. C'est plus propre, quoi. Et l'eau, ça peut être au détriment d'un tas de choses, puisqu'il faut beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Alors, je suppose qu'on ne sait pas encore utiliser l'eau de mer, parce que ça réglerait les problèmes. Mais ça interpelle quant au bilan écologique ou au cycle de vie. Quand on regarde le cycle de vie en entier, si votre électricité, elle est faite à base de pétrole, je ne vois pas bien ce qu'on a à base de charbon notamment, je ne vois pas bien ce qu'on a pu gagner dans l'affaire. Il faut être attentif à tout ça, parce que hier soir, il y avait un reportage sur
sur l'hydrogène, à charge sur l'hydrogène, qui va inquiéter largement nos concitoyens. Et à force, on arrive, même en étant au cœur du sujet, à se poser des questions quant à la durabilité même de ces processus. Hein ? Vous voulez intervenir ? Oui, je pense que la question que vous posez et les remarques que vous faites sont très justes. Enfin, dans les ports, et c'est pour ça que je parlais de localisation industrielle de ces filières-là dans les ports. Pourquoi à cet endroit-là ? C'est parce que l'écosystème permet un recyclage complet. Alors, je ne vais pas faire du Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais pas loin. Quand vous avez... Ça reste vrai, même après quasiment 2 siècles et quelques après Lavoisier. Si vous voulez, le grand sujet, c'est qu'on a des boucles industrielles qui permettent une réutilisation de l'eau, si on parle de l'eau. On est sur de la production d'électricité décarbonée. Donc on est dans un système vertueux et une modification du système industriel. C'est ce que je vous disais en début de mon intervention. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire très vite pour ne pas être à la traîne de ce que font nos grands concurrents nord-européens. Donc les boucles, je vous donne un exemple. Hein. La station d'épuration du Havre, elle rejette 80 000 m3 d'eau traitée par jour dans les bassins du port. Si vous arrivez à réutiliser ces 80 000 m3 par jour, ça tombe bien, ils sont rejetés juste à côté d'un transformateur électrique de l'ancienne centrale au charbon. Bah, vous avez une capacité à faire de l'hydrogène en réutilisant de l'eau et en ayant de l'électricité, parce que vous avez un point d'arrivée sur un transformateur électrique. Donc c'est l'endroit idéal où on peut le faire. Et ces exemples-là ne manquent pas dans les ports. Il faut juste les combiner, et sur le plan industriel, on a énormément d'industriels qui s'intéressent à ça. Alors après, il y a la question du prix. La question du prix de la molécule. Et effectivement, avoir un prix extrêmement bas aujourd'hui dans le soudage, passer à un prix de GNL qui est beaucoup plus élevé, puis passer à de l'e-carburant qui sera encore plus élevé, il faut que le modèle économique tienne. Madame Neumann ? Oui, merci. Oui, ce problème en fait d'intensité carbone des carburants sur l'ensemble de la chaîne de fabrication du carburant jusqu'à son utilisation dans les navires. Donc ça, c'est déjà traité au niveau de l'Europe au travers du futur règlement FuelEU. Donc l'intensité carbone couvrira donc de la création du carburant, de la première goutte de carburant jusqu'à son brûlage à bord des moteurs. À l'OMI, ils commencent à discuter de ce sujet, mais ça avance très peu, puisque ce n'est pas dans l'intérêt de certains pays de passer à des énergies renouvelables pour fabriquer de l'électricité verte pour faire des e-carburants. Mais ça commence à monter au niveau international. Et ce problème-là crée aussi un ralentissement du choix des armateurs dans leur carburant, puisqu'il faut qu'ils s'assurent sur tous leurs points de soudage que ces carburants seront vraiment disponibles et verts. Et donc, ils ne pourront pas forcément souter dans n'importe quel port, alors que le commerce international se veut international et un navire peut aller dans un affrètement dans n'importe quel port du jour au lendemain aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet. Et pour le sujet effectivement des écosystèmes régionaux, c'est pour ça que nous voulons aussi mettre en place une stratégie de planification énergétique maritime pour inscrire les solutions énergétiques des navires captifs dans l'écosystème local. Donc par exemple, je crois savoir qu'en Bretagne, il y a peut-être un écosystème hydrogène. Donc voilà, on voit déjà des navires, des projets de navires qui souhaiteraient sortir à l'hydrogène puisqu'il y a une filière hydrogène. Donc c'est bien. Après, avec ce bémol qu'il ne faut pas non plus que le navire passe à l'hydrogène alors qu'il pourrait passer à l'électricité directe, le rendement est meilleur. Voilà. Donc d'où cette nécessité aussi de s'inscrire dans un écosystème local pour la flotte domestique pour trouver les solutions globales les plus efficaces. Rapporteur. Oui, merci d'abord tous ces éléments qui sont éclairants. Monsieur Raison, tout à l'heure vous disiez que la question c'était la capacité de déploiement, notamment parce qu'il y avait une course de compétitivité, de concurrence entre les ports. Alors, si vous deviez nous donner 2 ou 3 mesures qui pourraient, entre guillemets, aider, qu'est-ce que ça pourrait être, peut-être?
ou maintenant ou plus tard, hein, mais voilà, c'est le champ de notre travail, nous, d'essayer de mettre dans le débat public et en lien avec tous les pouvoirs publics, hein, de manière positive, des pistes ou des suggestions pour qu'on soit et compétitif et qu'on avance bien dans la transition écologique, évidemment. Et puis deuxièmement, j'entends bien et je valide l'idée de la place stratégique des ports pour tout ça. Bon, mais par contre, on se dit que ce sont sur les raffineries actuelles qu'on va trouver les solutions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se remettre dans la main de ceux qui produisent aujourd'hui les énergies fossiles, enfin qui les raffinent ou qui les distribuent? Est-ce que ce n'est pas un handicap pour faire sortir la filière du point de vue économique, je veux dire par là? Parce que, je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais quasiment. Mais oui, mais j'en suis, puisque j'y habite. Donc, dans les porteurs de projets, on a tout type de porteurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sociétés qui sont dans le monde du raffinage aujourd'hui, et on a aussi beaucoup de sociétés qui sont des énergéticiens et qui ne sont pas dans le domaine du raffinage. Donc, c'est assez ouvert, parce que tout le monde a bien compris que le marché de développement sur ces carburants-là, il est énorme. Enfin, remplacer les millions de barils actuels par des nouveaux carburants, c'est un marché qui est inédit, dans un laps de temps qui est très court. Donc moi, je pense que, et d'ailleurs on le voit dans nos appels à projets, on a des sociétés extrêmement diverses, et pas que des gens du raffinage. Ça, c'est le premier point. La recommandation, si on allait vers la recommandation, moi je pense qu'on a nous besoin, mais on le voit et on va le voir, je pense, dans le projet de loi Industrie verte, on a besoin de pouvoir accélérer ces projets-là, accélérer sur le plan réglementaire. Donc c'est nous une de nos demandes, hein, depuis des années dans les ports. Alors je ne demande pas un statut d'exception, je demande juste de faire en sorte que quand on a une usine de nouveaux carburants, quand on a tous ces projets de réindustrialisation verte, quand ils sont localisés au bon endroit et qu'on a déjà une acceptabilité territoriale, parce qu'il ne faut pas mésestimer les questions d'acceptabilité, je pense qu'on doit pouvoir faire en sorte que dans ces écosystèmes où on connaît le risque industriel, on a toutes les utilités, on est capable d'avoir tous les industriels rassemblés autour d'un même projet, on doit pouvoir faire plus vite dans les projets. Voilà, c'est la recommandation que je ferais. Il y en a une première, mais vous l'avez vous-même dit, c'est le zéro artificialisation net, pour qu'on puisse conserver une capacité d'aménager sur nos espaces. Donc voilà, il y a une première phase qui a été passée avec la PPL Létard il y a peu de temps, avec une mesure spécifique pour les grands ports. Voilà, j'espère qu'on ira au bout et qu'on aura cette capacité-là à continuer à aménager en attendant de changer de monde, si je peux le résumer ainsi. Lucien Stanchian. Oui, je vous prie de m'excuser, nous sommes arrivés en retard parce qu'on était à l'hémicycle en train de voter une loi. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en fait, vous êtes, gestionnaire de ports, et donc vous avez des clients qui vous demandent des carburants, et puis derrière, vous avez, ou vous n'avez pas d'ailleurs, l'État qui vous dit on va plutôt là, on va plutôt là. Et ce que je ne comprends pas, c'est quel est votre rôle, vous qui êtes au milieu, là, qui êtes distributeur de produits, en définitive, en fonction de la demande du client, puisqu'il semblerait que les clients aient des solutions multiples et variées, quoi, puisqu'on parle d'hydrogène, on parle des biocarburants, on parle d'électricité, etc. Et donc, vous gérez ça au fur et à mesure comme ça, là, où il y a une ligne directrice, quoi, qui... Alors, nous, on n'est pas des distributeurs, hein, on est des aménageurs. C'est-à-dire que le port, hein, après la réforme portuaire de 2008, est devenu un aménageur. Il était avant un exploitant portuaire, il est devenu un aménageur. Donc nous, on aménage des terrains du domaine public
pour amener des industriels. Ce sont ces industriels qui discutent avec les armateurs ou avec les compagnies aériennes, parce que voilà, on ne source pas que des armateurs, on source aussi ce qui se passe sur Terre. Et donc nous, on met à disposition du foncier aménagé pour faire en sorte que des industriels de tout type, énergéticiens, pas énergéticiens, raffineurs, pas raffineurs, enfin voilà, de tout type, puissent développer des activités en fonction des besoins qui sont exprimés par les clients. Donc les grands armateurs qui touchent aujourd'hui le port, on touche quasiment sur le conteneur tous les armateurs mondiaux, hein, ces gens-là vont nous dire demain, est-ce que vous avez du bio-GNL? Est-ce que vous avez du e-méthanol? Est-ce que vous avez ça? Mais ce n'est pas nous qui allons donner cette réponse-là. Ce sont des entreprises qui seront installées chez nous et qui auront réalisé les unités de production en question. Ça, c'est notre rôle. Voilà. Et on le fait dans un cadre public puisqu'on est sur du domaine public. Monsieur Raison, puisque vous êtes parmi nous, est-ce que vous pouvez, l'intersection ou la relation maritime-fluviale, comment elle se situe, comment elle peut évoluer Ils ont les mêmes besoins à des échelles complètement différentes. C'est-à-dire que quand on voit un armateur qui a un porte-conteneur, je citais les porte-conteneurs de CMA-CGM ou de MSC, hein, d'ailleurs c'est les mêmes pour les plus grands qui touchent le Havre. Aujourd'hui, les armateurs fluviaux vont avoir les mêmes contraintes. Alors j'ai pas parlé de tout ce qu'on fait en matière de branchement à quai qui fait partie de la réglementation européenne. Donc tout ce qu'on fait sur les aménagements de branchement à quai sur les quais du Havre, de Rouen ou de Paris, puisqu'on développe un réseau quasiment d'une centaine de bornes électriques pour pouvoir alimenter les navires en escale. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qu'on fait pour les armateurs fluviaux, ce sont des points de livraison de ce qu'on appelle multi-énergie, notamment sur nos plus grandes plateformes à Gennevilliers, à Montereau, à Bonneuil-sur-Marne et à Limay. On aura un réseau de stations multi-énergie qui permettra de fournir aux armateurs fluviaux les nouvelles molécules dont ils ont besoin. Mais ce sont les mêmes que celles qu'on va retrouver dans le maritime. Donc est-ce que demain on aura de l'hydrogène? Est-ce qu'on aura du GNL? Est-ce qu'on aura des biocarburants? Les biocarburants, c'est déjà le cas. Hein, les armateurs fluviaux ont fait un gros effort pour passer aux biocarburants, donc ils s'alimentent notamment auprès de fournisseurs qui sont à Rouen aujourd'hui, une société comme Cepol, qui fait partie du groupe Avril, qui fournit les biocarburants pour les armateurs fluviaux. Et ils sont dans la même transformation, eux aussi avec des enjeux de visibilité encore plus profonds, puisque je rappelle que l'année prochaine, on aura la cérémonie d'ouverture des JO qui se passe sur la Seine, et qu'une grande partie de la flotte est en train de se décarboner. Donc il y a des gens qui passent à l'électrique, il y en a qui sont au biocarburant, et il y en a qui vont vers aussi des nouvelles molécules. Donc on a la même chose, mais à un niveau qui est différent, puisque les quantités ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, on poursuit sur le corridor. Ce que l'on fait dans le port pour les armateurs maritimes, on le poursuit aussi sur le fluvial. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, et notre collègue Savary a soulevé des éléments de la complexité fort intéressants. Je pense qu'on en rediscutera quand on fera un point sur l'évolution de notre mission. Bien, madame, messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation, et puis merci beaucoup de votre éclairage. Voilà, et une fois encore, je pense que quantifier les choses, c'est extrêmement important pour comprendre ce qui nous attend.